Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale avec René Ruth. On va retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu es frais ce matin là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars où après? Tu vas recevoir un prix? Non, pas du tout. Ah, tu me surprends. Tu m'étonnes. Non, Alors aujourd'hui, on va où? On va au Mali. Oui. Pas au Mali, on va au Niger. Niger. On va parler frontière. globalement de la situation au Sahel qui a quand même énormément évolué ce week-end. Il faut savoir que vendredi, les derniers soldats, le dernier contingent français présent au Niger a quitté ce pays, direction le Tchad. Il faut savoir que depuis le mois d'octobre, en réalité, le divorce était acté entre Paris et Niamey. Les nouvelles autorités du CNSP avaient demandé, donc les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier, avaient donc demandé aux autorités françaises, après avoir dénoncé les accords de défense qui liaient la France au Niger, avaient donc demandé le départ pur et simple des troupes françaises, donc à peu près des 1500 militaires français qui étaient stationnés sur la base de Niamey et une autre sur la base d'Arlit, non loin du site d'exploitation du minerai d'uranium par l'ex-entreprise Areva. Et donc, à partir de là, tout avait été mis en branle. Il faut aussi savoir que dans la foulée, Sylvain Ity, qui était l'ambassadeur français au Mali, qui avait fait l'objet d'âpres combats diplomatiques entre la France et le Niger demandant son départ, la France ne voulant pas qu'il quitte Niamey. Finalement, il a dû se résoudre à quitter le Niger après que l'ambassade avait été quasiment mis sous embargo en quelque sorte. Et donc, face à cela, le gouvernement français n'a pu que constater le fait que, évidemment, il n'avait plus pour eux de raison de maintenir un quelconque canal diplomatique avec le Niger. Et donc, dans la foulée du départ des derniers soldats français du Niger, le Quai d'Orsay a fait savoir qu'elle allait également fermer pour une durée indéterminée l'ambassade de France à Niamey au Niger. Et tout ça arrive dans un contexte où, à côté, au Burkina, les autorités ont annoncé avoir arrêté 4 Français qu'ils soupçonnent être membres de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, donc le renseignement. Et selon toujours les mêmes informations qui ont pu fuiter ça et là, selon les autorités burkinabées, elles reprocheraient à ces 4 Français d'être venus au Burkina Faso pour tenter d'échafauder un plan visant à attenter à la vie du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, et de son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Alors, bien entendu, ce traquenard-là devait être élaboré depuis la ville de Sokoto, c'est-à-dire non loin de la frontière avec le Niger et le Mali. Et donc, cette affaire est venue encore un peu plus envenimer les relations déjà très tendues aussi avec le Burkina Faso. Il ne faut pas oublier que cette année, le Burkina avait demandé aux éléments français également présents sur son territoire, à peu près 350 hommes des forces spéciales, de quitter aussi leur territoire. Ces éléments-là avaient dû donc se résoudre à aller s'installer au Niger avant d'être eux aussi, qu'on leur demande de quitter le pays. Tout ça, évidemment, dans un climat extrêmement tendu, mélangé avec à la fois la reprise des combats, intenses des combats dans la région des 3 frontières, celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Si du côté malien, on observe quand même des victoires importantes, avec la reprise notamment de Kidal et un certain nombre d'autres villes périphériques, montrant ainsi la capacité opérationnelle des forces maliennes et surtout leur volonté farouche à vouloir réoccuper l'ensemble du territoire malien, au Burkina Faso, c'est un peu plus difficile, même si aussi les résultats sont quand même au rendez-vous. Il faut savoir qu'un certain nombre également de localités font l'objet également d'intenses opérations militaires de l'armée régulière, ainsi aidée par le supplétif qu'on appelle des volontaires de la défense de la patrie, les VDP. Ce sont un peu des
ce sont des externes auxquels on donne une formation militaire. C'est comme un peu des réservistes. Et ces réservistes-là viennent en quelque sorte suppléer les forces armées régulières. Et donc, c'est dans ce climat-là, général, qu'on observe ces différents changements-là. Alors, bien entendu, pour Paris, le démenti est formel. Elle reconnaît avoir des agents, certes, sur le terrain. Elle sait qu'elle a des ressortissants, que les 4 personnes qui ont été arrêtées sont bien des ressortissants français, mais elle dément les accusations de tentatives d'assassinat concernant les présidents burkinabés et maliens. Et donc, derrière tout ça aussi, il y a une question à la fois, une question aussi liée à l'avenir des relations diplomatiques entre ces pays-là et la France, d'autant plus qu'on vient de l'apprendre aussi. Ce week-end, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé à son tour de suspendre également le Niger de toutes ces instances. Cette décision avait été immédiatement fortement critiquée par le porte-parole du CNSP, arguant que, évidemment, on fait du 2 poids 2 mesures parce que jusqu'à présent, ce serait une première qu'un pays africain soit suspendu des organes de la francophonie suite à un changement non constitutionnel du pouvoir. Parce que si on devrait être plus ou moins équitable, eh ben, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali, le Gabon, le Tchad devraient normalement être suspendus. Or, aucun de ces pays-là n'a jusqu'à présent fait l'objet de la moindre sanction de la part de l'Organisation internationale pour la francophonie, sauf le Niger. Et donc, évidemment, ça, c'est un 2 poids 2 mesures que les autorités nigériennes n'ont pas manqué de dénoncer, expliquant que cette décision de l'OIF se fait en réalité sous la pression de la France qui veut accentuer ou accélérer une forme d'isolement du Niger sur la scène internationale. Alors, bien entendu, le Niger n'en démord pas puisqu'il s'appuie notamment sur ces deux alliés locaux que sont le Mali et le Burkina Faso pour continuer à plus ou moins mener leur offensive diplomatique, d'autant plus que certains pays de la CEDEAO commencent véritablement aussi à tourner leur veste en ce qui concerne la question de la mise en œuvre de sanctions vis-à-vis du Niger. C'est le cas du Bénin. Patrice Talon, le chef d'État béninois, a devant l'Assemblée, lors de son discours sur l'état de l'Union, l'état de la nation pour l'année 2024, il a clairement fait savoir qu'il était temps de cesser d'appliquer les sanctions et de renouer le dialogue avec l'ensemble des pays qui avaient été suspendus par la CEDEAO, entendre par là le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et donc, pour lui, la raison est simple, c'est-à-dire qu'il en fait prend acte du fait qu'en réalité, les sanctions n'ont pas abouti, dans la mesure où elles n'ont pas amené les nouvelles autorités à fléchir leur position, c'est-à-dire à ramener un ordre constitutionnel normal dans le pays. Au contraire, ça durcit la position de ces nouveaux régimes-là. Pire encore, si tu veux, le sentiment d'illégitimité que l'on pensait faire susciter à travers ces sanctions économiques-là n'a au contraire fait que produire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a renforcé le sentiment de légitimité vis-à-vis des populations. Donc les nouvelles autorités sont plus légitimes que celles qu'elles ont renversées. Et ce sentiment s'est accentué avec la mise en œuvre des sanctions. Et puis le troisième point, c'est que pour ces pays limitrophes du Niger, lorsque vous regardez la carte, vous voyez que le Niger est un pays enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accès à la mer. Et donc, la plupart de ces importations, il est obligé de les faire venir via des pays côtiers. Et pour le Niger, la principale porte d'entrée de produits sur son territoire via l'océan Atlantique, c'était bien entendu le Bénin. Mais il a fermé les frontières, non ? Ils ont fermé les frontières. Il faut savoir qu'avant l'application des sanctions contre le Niger, la moitié des recettes douanières du Bénin provenaient des importations à destination du Niger. Donc, en appliquant ces sanctions, en fait, le Bénin s'est tiré une balle dans le pied puisqu'aujourd'hui, il y a des milliers d'entreprises qui vivent justement de ces différentes activités-là, qui ont dû mettre la clé sous le paillasson, qui sont en extrême difficulté financière parce que, évidemment, elles n'avaient plus de travail. Et pire, cela n'a absolument pas
empêcher le Niger de pouvoir importer des biens. Ils ont tout simplement réorganisé leur importation en passant principalement par la République de Guinée-Conakry qui, elle aussi, a un accès à la mer et a une frontière avec le Niger. Donc, de ce point de vue-là, la Guinée-Conakry est la grande gagnante des sanctions qui ont été imposées par la CEDEAO et la grande perdante, véritablement, c'est le Bénin. Il y a aussi un autre pays qui tire profit de la situation, c'est le Togo, parce que le Togo, frontalier aussi, n'a jamais voulu appliquer les sanctions contre le Niger. Et le Togo, qui n'était pas une voie d'entrée privilégiée de produits sur le territoire nigérien, l'est devenue au fur et à mesure de la mise en œuvre des sanctions. Et donc, comme la Guinée-Conakry, et là encore, je pense que le Togo va encore mieux tirer son épingle du jeu, parce que ce week-end dernier, il y a eu un drame en Guinée-Conakry, il y a eu l'explosion d'une centrale de réserve de produits d'hydrocarbures. Et donc, cette situation-là va faire que pour importer les produits, les hydrocarbures au Niger, le Niger devra se passer pendant un temps de la Guinée-Conakry et va certainement s'appuyer sur le Togo pour faire passer son carburant. Donc, comme on peut le constater, c'est que ces embargos n'ont absolument rien apporté et au contraire, ça a plutôt crispé les relations diplomatiques, non seulement avec les voisins, mais aussi avec la France, qui a toujours entretenu une relation historique avec ces pays du Sahel-là, mais qui, depuis 3 ou 4 ans, voit l'arrivée de régimes militaires à la tête de certains pays qui, de plus en plus, contestent. On n'en fait que contester, si tu veux, cette présence malienne, cette présence française dans le Sahel, en expliquant, en donnant comme premier argument que ces 10 années de présence n'ont absolument rien apporté en termes de sécurité, notamment en matière de lutte contre le djihadisme. C'est la raison première qui est invoquée. La deuxième raison, c'est qu'ils estiment que, en réalité, cette instabilité sécuritaire que l'on observe depuis ces dernières décennies dans le Sahel était, selon les termes de certains, défenseurs ou de certains soutiens de ces régimes militaires à la tête de ces 3 pays-là, ces soutiens-là estiment plutôt que c'est la France qui a plus ou moins organisé ce désordre sécuritaire pour accélérer, si tu veux, sa mainmise sur les ressources minières qui sont présentes dans la région. Donc, cette différence d'appréciation et surtout cette volonté, ce refus de dialogue à la fois de la part de la France, mais aussi à la fois de la part des nouveaux régimes militaires à la tête de ces pays-là, ont fait qu'aujourd'hui, on voit un remodelage, si tu veux, diplomatique avec l'entrée de nouveaux acteurs. La Russie qui est déjà bien installée au Mali, la Russie qui a déjà également des contacts très avancés avec le Burkina Faso, et je crois que le Niger est même déjà en train d'emboîter le pas. Donc tout ça fait que, on a à la fois le départ d'un acteur historique dans la région, c'est quand même la France qui est l'ancienne puissance colonisatrice, mais derrière on a l'entrée de nouveaux acteurs russes, pourquoi pas aussi turcs, parce que Recep Tayyip Erdogan fait également une espèce de diplomatie, de souterrain dans la région, mais en passant notamment par la Libye, qui est pour lui sa principale porte d'entrée également dans le Sahel. Donc tout ça fait que, avec ce départ, comme je l'ai dit, des troupes françaises, c'est une nouvelle page qui se tourne, une page des relations diplomatiques entre la France et ces pays-là, et en l'occurrence le Niger, une nouvelle page historique, parce que c'est la première fois depuis que ces pays sont indépendants, en l'occurrence le Niger, qu'il n'y a pas de présence française sur ce territoire-là. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra par la suite observer avec minutie pour voir quel impact est-ce que ce changement, en l'occurrence, a eu sur ces pays-là, en l'occurrence sur le Niger, notamment sur le plan politique, économique, diplomatique et surtout sécuritaire. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On fait un tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.